Eh bien bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux effectivement pour voir, pour entendre quelques comptes rendus de recherche. Alors pour nous c'est vrai, c'est un grand plaisir de vous voir ici. Bon, certains ont été obligés, plus que d'autres bien sûr, de venir, mais malgré tout, c'est une occasion, je pense, de partager un peu ce qu'on fait dans notre coin, hein, ici à l'université. Alors le titre, c'est « À quoi sert vraiment la recherche en didactique de la chimie ?» C'est une question un peu provocante, hein, puisqu'on sait tous que la didactique, elle n'a pas forcément une bonne réputation, dans le sens où la recherche est peu connue. Elle est très peu connue, elle est finalement assez mal considérée par les chercheurs en sciences dures, et elle n'est pas forcément non plus bien considérée par les professeurs de terrain, qui se disent, voilà, des gens qui ne sont plus sur le terrain, et qui nous donnent finalement des leçons. Alors, vous allez voir que ce n'est pas du tout le but ici, je vais essayer de vous montrer finalement à quoi ça peut bien servir, ces recherches, par le cas de l'équation de réaction, qui est donc mon sujet de thèse. Alors, d'abord, comme je commence, eh bien, je dois un peu vous expliquer en deux mots, vous réexpliquer, parce que je suis sûr que vous le savez quand même un peu, ce que c'est que la didactique. Alors, en gros, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la didactique, c'est avant tout une science qui est en train de se construire, d'où l'émergence de tout un tas de mots compliqués. Contradidactique, triangle didactique, transposition didactique, épistémologie, oulala, tout de suite on a peur, tout de suite on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, je ne vais rien comprendre. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas trop vous embêter avec tout ça, et c'est aussi pour vous montrer que l'existence de tels mots, de mots qui ont une signification bien précise, eh bien ça montre que la didactique est bien en train de se construire, est en train de se former, est en train même d'atteindre une certaine stabilité. Il faut savoir que c'est quand même une science très récente, hein, donc une trentaine d'années plus ou moins pour la didactique des sciences. Donc on peut se poser des questions, surtout vous, étudiants, professeurs, que signifie tout cela? Alors en gros, il faut, je pense, bien distinguer didactique et pédagogie, même s'il y a bien sûr des liens intrinsèques entre les deux disciplines. Alors, je dirais que le meilleur moyen de pouvoir les distinguer, c'est de parler du triangle, savoir enseignant-apprenant. Dans ce triangle, les didacticiens se focalisent sur le savoir à enseigner, le savoir scolaire, alors que les pédagogues vont plus se centrer sur l'apprenant et sur sa relation avec l'enseignant et sa relation avec le savoir. Je parle de relation pédagogique avec l'enseignant, bien entendu. Et donc, très important de voir ça, c'est que, j'ai bien d'ailleurs insisté, les didactiques ont une vocation plus disciplinaire. Donc on parlera par exemple de didactique de la chimie, alors qu'on ne parlera pas de pédagogie de la chimie. C'est quelque chose qui n'existe pas ou peu, à eux de le créer s'ils veulent éventuellement venir sur nos plates-bandes. Un sujet de recherche. Alors, le sujet de recherche qui est donc notre sujet ici, c'est bien sûr les contenus à enseigner. En l'occurrence, le savoir scolaire. Alors ici, je vais vous montrer 4 grands axes de recherche de tous les chercheurs en didactique, hein, ce n'est pas que nous à l'université. On peut d'abord s'intéresser à l'épistémologie du savoir savant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends le cas de l'équation de réaction, ça veut simplement dire comment l'équation de réaction s'est forgée dans l'histoire de la chimie. Alors vous allez me dire, mais en quoi ça intéresse le professeur? Eh bien, souvent on se rend compte que des confusions historiques et la manière dont ça s'est finalement créé, eh bien, ça a des répercussions directement sur l'enseignement actuel. Je pourrais vous montrer ça dans quelques instants. Deuxième grand axe, c'est la formation du savoir scolaire. Donc comment se fait-il que l'équation de réaction soit arrivée en 3e année du secondaire, ici, nous, dans notre enseignement francophone? Alors, vous savez tous comment ça passe, a priori, ça se passe par la transposition didactique. Alors pour tous ceux qui peut-être ne se rappellent pas, hein, en 2-3 mots, en partant du savoir savant, donc l'équation de réaction chez les chimistes, eh bien, certaines personnes, les concepteurs de programmes par exemple, vont transposer ce savoir, en le transformant en un savoir à enseigner. Alors cette transformation peut d'ailleurs être finalement assez faible, hein, donc c'est assez proche finalement le savoir savant et le savoir scolaire, mais pour d'autres concepts, c'est parfois très éloigné. Donc il y a une grande transformation. Et puis, en classe, le professeur va faire une transposition didactique interne, c'est-à-dire qu'il va s'approprier le savoir à enseigner et il va l'enseigner. C'est le savoir enseigné. Et puis, il y a le travail de l'élève. L'élève reçoit l'information et il l'intègre dans ses propres connaissances. C'est le savoir assimilé. Ah, vous vous rendez bien compte qu'entre le savoir savant et le savoir assimilé, il y a beaucoup d'étapes. Et donc souvent, malheureusement ou heureusement, hein, il y a des raisons pour ça, l'équivalence n'est pas du tout respectée.
C'est intéressant pour nous didacticiens, évidemment, de savoir ce qui se passe dans ces transpositions. Troisième grand axe, ce sont les conceptions des élèves. Et là, c'est l'apprentissage en tant que tel, c'est-à-dire que retiennent les élèves, quelle signification, dans mon cas, donne-t-il à un coefficient, donne-t-il à une formule moléculaire. Okay. Et puis il y a tout l'aspect pédagogique qui va rentrer aussi ici, stade de Piaget, stade de l'apprentissage, ce genre de choses. Et puis les pratiques enseignantes, ce que vous faites, ce que vous allez faire pour les étudiants, donc en l'occurrence tous les dispositifs didactiques qui ont été mis en place pour, par exemple, amener à l'équation de réaction. Tout ça, je dirais que c'est une énorme partie des recherches en didactique actuelles, didactique de la chimie et des sciences d'ailleurs en général. Quel sujet de recherche? Donc je vous l'ai dit, moi c'est l'équation. Pourquoi? D'abord parce que l'équation de réaction, c'est la façon très particulière des chimistes de s'exprimer. C'est l'utilisation d'un langage symbolique, du plus, les flèches, les formules moléculaires, des symboles chimiques, des indices de coefficients, des états de la matière, bref, il y a un peu de tout. Et c'est très compliqué pour les élèves d'accéder à cela. Donc il y a aussi un phénomène, on voit bien sur le terrain, un problème de compréhension, on le sent intuitivement, il y a quelque chose qui se passe même parfois mal chez les élèves. C'est une modélisation de la réaction chimique, donc c'est très important, c'est une manière de décrire la réaction. C'est un reflet de la Lavoisier macroscopique et microscopique, avec le problème des pondérations. Bien sûr, c'est une des bases des problèmes stoichiométriques. Bien sûr, rien qu'en regardant une équation, on sait si une réaction est complète ou incomplète. Donc, il y a plein d'informations à ce niveau-là. Et bien sûr, ça permet de catégoriser des réactions. Donc, par exemple, transfert de protons, transfert d'électrons. Et donc, on s'est rendu compte que ça faisait quand même beaucoup d'éléments qui focalisaient vers une importance des premières équations de réaction. D'accord ? Donc, c'est vraiment notre focus à nous dans les recherches ici, c'est d'aller voir ce qui se passe quand les élèves apprennent pour la première fois les équations. Quelle méthodologie? Alors là, je vais vous étonner, c'est une méthodologie tout à fait classique. Donc c'est bien pour vous montrer qu'on fait de la vraie recherche, c'est de la recherche comme d'autres en font en face, chez les scientifiques, où nous nous trouvons d'ailleurs. Une idée, un phénomène observé, quelque chose qu'on a été chercher chez les pédagogues, qu'on a été chercher en sciences dures, une idée, on se dit tiens, on va essayer de la développer. Donc ça passe par une étude bibliographique, puis on limite le sujet de recherche, puis on émet des questions de recherche, puis bien sûr il y a des hypothèses de travail, le test des hypothèses, l'analyse des résultats, la confrontation aux questions de recherche, et puis des idées, bien sûr, toujours. Ça, le principe évidemment de la recherche, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qu'il y a quelque chose qui va bien, et c'est bizarre. Donc, on va remettre évidemment tout ça en jeu, voir si ça se répète, et c'est tout le travail évidemment du chercheur. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, bien sûr, de manière un peu plus claire maintenant. Les résultats. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques résultats qui sont des résultats globaux, qui ne sont pas d'ailleurs forcément les miens toujours, mais la plupart. C'est vraiment pour vous montrer les impacts réels, en tout cas on l'espère, de la didactique sur l'enseignement pratique. Les impacts réels supposés. Premièrement, c'est de déterminer des confusions conceptuelles. Alors, comme je vous l'ai dit, le professeur, il sait qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Mais il a cette intuition-là, il le sent bien, mais il a parfois du mal à l'expliciter. Il a parfois du mal à mettre des mots dessus. Genre, on a juste, ils ne savent pas pondérer une équation. Très bien, mais quelle est la difficulté? Quelle est vraiment la source? Et ça, c'est peut-être un des grands rôles du chercheur en didactique. C'est de pouvoir déterminer ces difficultés. Exemple. Test auprès d'élèves de 5e année du secondaire, que maintenant, je pense, beaucoup connaissent. Ce test, c'est la combustion, donc l'équation de réaction de combustion du sodium, et on leur demande que signifie le chiffre 4 devant le symbole Na. Donc c'est bien des élèves de 5e année. 5e année, donc 15-16 ans, la plupart, 16 ans même. Voici leur réponse. Sur une cohorte de 130 élèves, on obtient ceci, en l'occurrence, que 1 élève sur 3 répond nombre de molécules. Donc 4 molécules de sodium. Bon. 1 élève sur 4 répond nombre d'atomes, et ce qui peut peut-être vous étonner, mais en tout cas moi ça m'avait étonné, c'est le nombre de significations. Donc normalement il y en a 7 qui émergent, et qui émergent souvent seuls. Donc il n'y a pas forcément nombre de Na et pondération. Non, elles arrivent souvent seules. Première remarque qu'on pourrait faire, il y a une confusion majeure entre molécules et atomes. Très bien. On va vérifier en troisième.
donc au moment où ils apprennent l'équation. Et là, on est rassuré. Un élève sur deux, en moyenne, répond, effectivement, oui, c'est 4 atomes de sodium. Bon, il y en a déjà quand même 28% qui répondent nombre de molécules, hein, donc on sent qu'il y a un problème déjà. Et donc on est rassuré, on se dit, il y a une confusion moins fréquente en troisième année. D'accord ? Mais si on va fouiller, si on va creuser, classe par classe en troisième, on se rend compte qu'il y a des résultats hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y a en 3 à 1, donc la première classe, on a un nombre important d'élèves qui répondent nombre de molécules. Et en 3 à 4, c'est le contraire, un nombre important qui répondent bien, donc nombre d'atomes. Alors évidemment, on se dit, où sont les options sciences ? Les options sciences devraient être évidemment la quatrième. Ah mais non. Les options sciences, c'est la première. Donc ce sont les options de sciences générales, ceux qui ont choisi science comme option, qui répondent d'emblée nombre de molécules, donc mâles, à cette question-là, au bout de leur apprentissage, après quelques mois, hein, sur l'équation de réaction et sur l'écriture des équations de certaines réactions, acide-base par exemple. Donc, ce qui est étonnant ici, évidemment, c'est ce résultat-là. Pourquoi certains élèves, sur qui on compte quand même, hein, les élèves de sciences, d'option sciences, on se dit, ça va aller, mais non, c'est eux qui, apparemment, en premier, souffrent de ces confusions-là. Alors, voilà, par exemple, une question qu'on pourrait se poser, et qui va d'ailleurs amener à quelques hypothèses. On pourra en discuter, si vous voulez, à la fin de l'exposé. Donc, comment expliquer de tels phénomènes ? Eh bien, de tels phénomènes, la didactique apporte quelque chose de plus, c'est des cadres théoriques d'analyse. Un des plus grands cadres théoriques connus, c'est en didactique de la chimie, c'est celui-ci. Je pense que vous le connaissez tous, c'est la théorie des niveaux de savoir. Donc 3 niveaux, macroscopique, l'observable, on observe des phénomènes, microscopique, submicro en anglais, c'est-à-dire tout ce qui est attrait aux particules, donc molécules, atomes, en mouvement ou pas d'ailleurs, et puis la symbolique, c'est tout ce qui permet de représenter, d'accord, ces particules ou ces substances. Alors bien sûr, ce modèle a l'air un peu vieux quand même, hein, 93, première fois proposé dans les années 80, et il a en fait l'objet de pas mal de modifications. Regardez, des modifications, on a qui ont fait un tétraèdre, attention, hein, tétraèdre, où on distingue le niveau empirique, le niveau macro, ça c'est technique, on n'est pas obligé d'en parler. Certains reviennent à un triangle, mais ça n'est pas très visible ici, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a plus la symbolique. La symbolique est sortie, on considère que le niveau symbolique n'est jamais qu'une manière de communiquer sur le microscopique et sur le macroscopique. Bref, il y a tout un tas de cadres théoriques d'analyse qui coexistent, d'accord, pour expliquer quelques résultats de recherche. Alors nous en avons pris un, en fait celui-ci, amélioré avec le troisième, pour créer le nôtre, que voici. Alors qu'est-ce qu'il dit en fait ? Il dit en gros, si on prend une visualisation, en l'occurrence par exemple un coefficient, 4, pour le 4Na, eh bien on peut prévoir 3 types de significations de la part des élèves. Des significations macro, donc liées à des substances, donc chimiques réellement, hein. Des significations micro, également chimiques, donc liées aux molécules, aux atomes, à la géométrie moléculaire, aux propriétés micro. Et puis des significations qui sont moins chimiques, qui sont plus liées au code symbolique. Alors, je vais vous montrer un exemple. Mais déjà, un exemple avant de parler des coefficients, c'est si vous demandez à un élève qu'est-ce que c'est un réactif. Okay, il pourrait vous répondre, les réactifs, c'est ce qu'on trouve à gauche de la flèche. Il aurait raison. Importance chimique, pas grand-chose. Il n'indique pas grand-chose sur les propriétés macro ni sur les propriétés micro. Par contre, il nous donne une information qui est symbolique. Il nous dit « je sais où se trouvent les réactifs quand j'écris une équation. Je sais que c'est à gauche. » Je ne peux pas peut-être vous en dire plus, peut-être qu'il peut nous en dire plus, mais en tout cas, sa première signification est plutôt de type symbolique. Exemple avec le coefficient. Le coefficient stoichiométrique, on vient de le voir, a plusieurs significations. Au niveau macro, ça peut être une proportion. Ça peut être une quantité de matière, 4 moles. Au niveau micro, ça peut être un nombre d'atomes ou de molécules. Donc c'est là que la confusion se trouve. Et au niveau symbolique, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait une réponse très étonnante. C'est que 4, Na, 4 nous donne simplement le nombre de Na. Voilà, c'est le nombre de fois qu'il y a Na. Alors ça, évidemment, ce n'est pas une information chimique. Ce n'est pas une information macro, ce n'est pas une information micro. C'est quelque chose de purement symbolique. C'est pareil pour ceux qui disent mais 4, c'est le coefficient.
Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Je ne sais peut-être pas forcément ce que ça veut dire, mais je sais que c'est le coefficient. Donc ils savent donner un nom à ça. Mais ça n'a pas beaucoup de signification chimique. Donc, très important, si on fait ce travail, on remarque que la plupart des symboles dans l'équation de réaction sont chargés en signification, mais très chargés. Donc là, ici, le coefficient, c'est un des plus chargés. C'est idem pour les symboles chimiques, la flèche, le plus, énormément de signification, et que souvent, ces significations se retrouvent dans les trois niveaux, donc macro, micro, symbolique. Alors, qu'est-ce qu'on doit en tirer quand on est professeur? Eh bien, on doit en tirer simplement le fait qu'il faut, quand on donne ces cours-là, préciser à l'élève si on parle au niveau macroscopique, on parle des substances, ou si on parle au niveau microscopique, ou si simplement là on est en train de travailler de l'écriture, sur l'écriture, donc au niveau symbolique. Donc c'est au professeur de dire où il se trouve, en fait, pour que l'élève puisse sélectionner, parce que l'élève il a tout ça en tête. Donc il doit pouvoir aller chercher la bonne info. Alors, un troisième résultat qui nous semble essentiel, c'est celui-ci. Quelque part, on sert un peu de lobby. Ici, en recherche en didactique, on essaye, petitement, d'inspirer les auteurs de programmes et de manuels quand il y a des problèmes, notamment relayés par la base, par les professeurs. Et bien, par exemple, cette histoire de macro-micro symbolique se retrouve maintenant, depuis quelque temps, dans les programmes, dans les nouveaux programmes, avec les objets macro, les objets micro. La symbolique est d'ailleurs un peu mise de côté également, et dans certains manuels. Donc on trouve cette référence au monde macro, au monde micro dans pas mal de manuels récents. On trouve ça aussi dans les livres de référence. Alors là, ici, c'est un livre qui s'appelle « Les principes de chimie », et je ne sais pas si vous pouvez bien voir, c'est peut-être pas très net, mais il y a en tout cas des images macro, sodium métallique, le chlore gazeux, des images micro, on voit des molécules en mouvement, des modèles en boule, et puis des représentations symboliques. Donc tout ça sur la même image, de manière à ce qu'on puisse faire plus facilement, sans doute, des liens entre les trois. Donc vous voyez, tout ça a de l'importance et tout ça est utilisé dans les faits, dans le monde de l'enseignement, dans les livres et dans les programmes. Maintenant, sur cette base-là, on peut se dire, que peut-on faire avec ces trois niveaux? Donc on l'a dit, on doit expliciter, mais il y a une théorie qui dit, par rapport à ces trois niveaux de savoir, donc énoncés par John Stone, par leur créateur, c'est que plus on arrive à circuler facilement entre les trois niveaux, plus on a une connaissance efficace, efficiente du concept. Donc nous, par exemple, professeurs de chimie, on fait ça facilement, très facile. On passe du niveau micro, macro, symbolique, aucun problème. Par contre, pour un élève, plus dur. Donc là, c'est vraiment ici que c'est important. Il faut travailler finalement la circulation entre les trois. C'est ce qu'on a essayé de faire avec un dispositif didactique en 3 phases qu'on a testé en classe dans une des écoles collaborantes. Le but étant de circuler entre les 3 niveaux. Alors, 3 phases, très brièvement, parce qu'on pourrait vraiment en discuter plus longuement, mais en gros, une phase d'action où le professeur montre le macro. Alors, vous reconnaissez la combustion du magnésium, le flash, donc hop, une réaction. Puis, le professeur va dire, voilà, vous avez tout un tas d'observations, on va aller voir ce qui se passe au niveau microscopique. Et on distribue des sacs contenant des modèles, d'accord ? Des modèles en boule. Ces sacs sont opaques, donc les élèves ne les voient pas, ils ne voient pas les modèles. Ça, c'est la première phase. Donc toujours dans la phase d'action, les élèves vont plonger la main dans le sac, toucher les boules. Ça, c'est un petit truc pour revenir à la notion de modèle. Donc ils vont dessiner en fait ces boules, et en dessinant cela, évidemment, ils font un décalage entre ce qu'ils ont touché, qui est l'objet réel, et finalement ce qu'ils dessinent, qui est une représentation de l'objet réel. Donc c'est la notion de modèle qui est ici abordée. Donc juste pour vous montrer, parce que c'est une petite vidéo, alors ça n'apporte pas grand-chose, j'avoue, mais c'est toujours un plaisir. Donc avec le professeur qui circule, donc ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Voilà, il touche très bien. Mais il dit ceci, vous ne l'avez pas entendu, mais il dit ça ne doit pas prendre 10 minutes. Donc parce que c'est un professeur et qu'il n'a pas le temps, quoi. Donc clairement, il n'est pas là pour que ça dure plus de 10 minutes. Et de fait, après, les élèves doivent donc dessiner. Donc ils dessinent. Ici, là on voit peut-être mieux. Donc les 2 boules du magnésium, les 2 boules du dioxygène et puis les 2 MgO. Donc ça, c'est une bonne représentation.
Là où ça devient intéressant, c'est après. Quand les élèves doivent formuler, c'est-à-dire qu'ils vont devoir, sur cette base donc de dessin, proposer une écriture symbolique. Donc ils ont 2 grosses boules de magnésium. Alors, est-ce que je vais appeler ça 2Mg? Je vais appeler ça MgMg? Je vais appeler ça Mg2, avec le 2 en indice. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on va voir à peu près de tout. Donc on voit du Mg2 ici en indice. Et si on va voir à côté, on va voir du Mg2O2. Donc en une seule formule. Donc le professeur passe entre les bancs, il voit ces différentes écritures, et il passe à l'étape 3, qui est l'étape de vérification. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on place au tableau, sélectionné bien sûr par le professeur, différentes représentations avec leur symbolique. Donc on voit ici MgMg, Mg2O2, et on va voir ici à côté Mg avec le 2 en indice ici. Donc comme ça, les élèves ont plein d'écritures symboliques au tableau, plein, et le professeur peut dire, voilà, maintenant voyons lesquelles sont correctes par rapport à ce qu'on connaît sur les formules moléculaires. Et évidemment, après, il reprend la main, et voilà, il montre le rôle d'une flèche, le rôle d'un plus, le rôle de l'écriture du réactif à gauche, du produit à droite. Donc c'est lui qui va rendre les choses plus institutionnelles. Alors, ce dispositif didactique, il a été testé 3 fois, et à chaque fois, il nous a apporté des bonnes surprises, dans le sens où on a vu certaines significations telles qu'on vous l'a montré avec les coefficients qui ont été vraiment prises par les élèves, mais d'autres beaucoup moins bien. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes qui subsistaient. Bon alors là, évidemment, d'abord, dans un premier temps, on est un peu déprimé, on se dit, bon, c'est dommage. Après, on se dit, c'est pas grave, je vais m'en servir. Je vais m'en servir de ces erreurs des élèves pour diagnostiquer les sources d'erreurs. Alors voilà comment on a fait. On leur a demandé de représenter, avec le modèle en boule, qu'on vient de voir, l'équation suivante. L'équation de combustion de l'aluminium, qui est déjà pas facile. Je ne sais pas si vous voyez ici, 4 aluminium, 3 O2, 2 Al2O3, donc des corps purs composés, c'est quand même pas facile à représenter. Alors là, on a directement mis devant pied du mur, après notre dispositif didactique, là, 57 élèves sur 74 n'y arrivent pas. Alors qu'ils savent très bien définir un indice ou un coefficient, ça va, mais dès qu'il faut représenter les molécules par les modèles en boule, ça va plus. Quelque chose qui ne passe pas. Bon. Alors, quelques exemples d'erreurs pour que vous voyez qu'est-ce qu'on peut en faire finalement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Donc, le produit final, c'était Al2O3. Regardez ce qu'il nous propose, celui-ci. Du ALO. Il y en a quelques-uns qui ont fait ça. Qui ont proposé du ALO ou du ALO2. Alors, pourquoi? Alors, on a été leur demander, évidemment. Mais parce qu'en fait, ils n'ont même pas lu l'équation. Ils se sont dit, ah, je dois représenter, ah, mais je me rappelle, quand on a représenté les modèles en boule, c'était avec la combustion du magnésium. Ça, c'était MgO. Et donc, évidemment, ils ont plaqué. Ils se sont dit, ben voilà, je remplace Mg par Al, et ça marche. Et dans quelques-uns qui ont fait ça, donc c'est une histoire de 5% des élèves, donc c'est quand même quelque chose qui existe, et donc c'est une non-lecture de l'équation. Pour cela, évidemment, il va falloir aller plus loin pour pouvoir remédier. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, vous voyez, les réactifs, c'est bien. 4 aluminium, super. 3 oxygènes, très bien. 3 O2. Mais quand on va voir les corps purs composés, est-ce que vous voyez le problème? On voit bien que c'est au niveau, je vais bouger pour vous montrer, donc c'est au niveau du Al2O3 que ça a été coupé, de manière à former 2 fois Al2 et 2 fois O3. Ça, c'est un élève sur 5 qui fait ça. Donc il coupe le corps pur composé en 2. Alors là, évidemment, nous, on interprète ça par une utilisation incorrecte de l'indice, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un problème dans l'idée de ce que c'est qu'une molécule aussi. Al2O3, bon, apparemment, là, c'est quand même cassé en 4 entités différentes. Corps pur simple, corps pur composé aussi, ça interroge énormément de choses. Alors, celle-ci est intéressante aussi, parce qu'il y a certains élèves qui vont prendre les réactifs et qui vont les exploser. Que des atomes.
tous isolés les uns des autres. Et d'autres qui vont dire non, non, je vais tous les mettre ensemble. Donc, hop, 4 aluminium, 3 oxygène, pout, je les mets tous ensemble. Et là, évidemment, il y a le problème atome versus molécule. Il y a aussi le problème des états de la matière, hein, l'aluminium solide, est-ce que je dois le représenter avec les atomes qui se bougent, donc qui se touchent, pardon. Il y a plein de choses ici qui sont en place. Mais en discutant avec l'élève, on se rend compte assez vite du problème qui est sous-jacent, le problème majeur. Et souvent, c'est ceci qui revient. Hein. Je ne sais plus trop bien, finalement, ce qu'est un atome, ce qu'est une molécule. Je ne comprends pas bien, finalement. Et donc, on revient évidemment à notre diagnostic de départ. Sur cette base-là, on peut proposer des séances de remédiation. C'est ce qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire qu'on a on a pris ces diagnostics, on a essayé de se dire, ben voilà, si on tombe sur des élèves qui proposent ce genre de production, eh bien, on peut, en un temps très réduit, leur faire des exercices ciblés qui permettent de, éventuellement, les faire avancer dans ces problèmes-là. Alors, en 2 mots, ça ne devait pas durer longtemps, parce que c'était avec un professeur, un vrai professeur dans des vraies classes. Donc, cette séquence, elle était limitée à 40 minutes, montre en main, hein, parce qu'il fallait 10 minutes pour, justement, déjà, il y a 10 minutes parce qu'ils doivent arriver, parce qu'ils doivent prendre leur journal de classe, et qu'ils doivent ressortir. Il y a tout un tas, évidemment, de contingences temporelles. Hein. Mais, en gros, 40 minutes, diagnostic compris, hein, les faire travailler sur des séances d'exercice, et bien sûr des séances d'exercice aussi pour les forts, donc c'est-à-dire ceux qui avaient réussi les exercices de base. Résultat, donc il y avait 2 groupes qui ont été testés, donc sur 54 élèves, 3 groupes, pardon, 54 élèves, au début, avant la remédiation, 20 élèves avaient réussi à faire la modélisation. C'est une modélisation relativement simple. Donc ceux-là, on les a fait travailler sur des exercices encore un peu plus complexes. 16 en partie correcte, 17 tout incorrect. 17 tout incorrect, hein. Ça c'est quand même beaucoup, beaucoup. Après la remédiation, donc après les 40 minutes, on refait passer un test avec un exercice similaire et on passe de 17 tout incorrect à 1. Et donc on a une augmentation aussi très importante du tout correct. Ce n'est pas surprenant, vous allez me dire. C'est logique. Je fais du drill avec mes élèves, je les travaille, c'est normal que ça avance. Bien sûr. Ce qui est par contre plus intéressant, c'est que ça marche sur la longueur. C'est-à-dire qu'à l'examen, on a remarqué qu'effectivement, on obtenait plus ou moins ce taux de réussite dans les classes qui ont été testées. Donc, ça marche après 40 minutes, à court terme, ça marche à moyen terme. C'est vrai que nous n'avons pas testé après, lorsqu'ils ont été en 4e, 5e, 6e, mais voilà. Important aussi, ça marche très bien pour les sciences de base. Donc, autant les options sciences, ceux qui avaient vraiment du mal, continuent à éprouver des difficultés. Autant chez les sciences de base, il y a vraiment une augmentation très très forte dès la seule séance d'ailleurs de remédiation. Voilà, donc c'est pour vous montrer aussi que ce sont des choses qu'on peut faire en classe. Ce n'est pas juste un discours comme ça à la nation, on peut faire ce travail en classe, ça se fait, ça s'est fait, et ça a des résultats. Donc pourquoi s'en priver, devrais-je dire. Alors il me reste 2 résultats. Le 7e, c'est explorer des nouvelles approches. Alors ça, c'est un grand rôle de la didactique, de la recherche en didactique, c'est de proposer des choses un peu innovantes. Alors, typiquement, ce qu'on va faire ici en toute fin de recherche ici, c'est de proposer une approche qui n'est pas tant innovante, mais qui, je pense, n'est pas forcément utilisée ici en Wallonie, c'est d'imaginer le cours de chimie comme un cours de langue. Et je mets bien un S à langue. Alors, j'essaie de vous montrer ça, très rapidement. Prenons ce terme-là, équation de réaction. Alors déjà, c'est un terme qui pose des gros problèmes aux élèves. C'est un ensemble de termes. Pourquoi ? Parce que ceci fait partie du français moderne, évidemment. C'est là en langue française, ça, équation de réaction, on peut le dire comme ça dans un discours, pas de problème. Mais ça fait partie de notre langue à nous, chimistes, la langue en français moderne, qu'on appelle la langue de spécialité. Il n'y a que les chimistes, en gros, qui parlent d'équation de réaction. À part nous, pas grand monde d'autres, chimistes et bien sûr les scientifiques associés. Hein, d'accord ? Et ça, c'est déjà quelque chose d'important, c'est que pour certains élèves, le terme équation, ça veut dire autre chose. Hein. Le terme réaction, ça veut dire autre chose dans leur langage commun. Donc ils doivent déjà faire une traduction. Ah oui, c'est vrai, je suis en chimie, donc équation et réaction, ça veut dire quelque chose de particulier. Alors attention, par rapport à cette équation de réaction, il y a ça aussi. On peut représenter des objets qu'il n'y a que nous qui utilisons. Des bec-bunzen, des pinces,
mais aussi des Erlen, des Berlins, des burettes, des pipettes, ce genre de choses. Mais attention, nous aussi on utilise un langage symbolique, avec des règles hyper précises. Attention, on ne peut pas mettre un indice en exposant, sinon foutu. On ne peut pas mettre un égal à la place de la flèche. Donc il y a vraiment des règles. Il y a ça aussi. Simplement des images de réaction. Il y a ça aussi, plus dur. Des images de représentation microscopique d'objets macro. Et puis il y a d'autres termes, d'autres concepts. Et puis il y a encore d'autres représentations. Bref, en gros, quand vous parlez en fait à vos élèves, souvent, vous utilisez tout ça. Tous ces modes de communication ensemble. Et eux, la plupart du temps, ils viennent seulement de les apprendre. Donc ils doivent pouvoir traduire de l'un à l'autre, passer de l'un à l'autre, pouvoir dire, ah oui, si je mets celui-là à côté de celui-là, ça signifie. Et donc c'est très compliqué. Je crois que pour nous, profs de sciences, il faut se rendre compte de ça. Que notre cours, en fait, c'est aussi un cours de langue. Et c'est peut-être même avant tout un cours de langue. On leur apprend la signification de certains termes. Et ça, je pense que ça peut peut-être apporter quelque chose à la didactique. Dernier point, c'est le rôle plus dans la formation continue de nos recherches en didactique. Donc, un exemple concret, rappelez-vous, on fait une étude épistémologique, par exemple sur le concept de molécule. On se rend compte qu'il y a une confusion majeure entre molécules et atomes, donc on se dit on va aller creuser ce concept-là. On le creuse, on se rend compte que cette confusion, en fait, elle date pas d'hier. Dans les années 1800 jusqu'aux années 1900, en fait, on confondait l'un et l'autre tout le temps. Ce qui a d'ailleurs donné des définitions multiples encore maintenant dans les manuels scolaires. Résultat, on s'est dit, il faut essayer de montrer ça aux professeurs, leur dire, regardez ces différentes définitions, il faut peut-être se mettre d'accord, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, est-ce qu'il n'y en a pas une qu'on doit éviter, et essayer de comprendre aussi d'où ça vient. Résultat, des formations continuées qui ont été données en 2014, 2015 et 2016 ici, dans le cadre du Forfort. Donc voilà encore un apport de la didactique, c'est d'amener les professeurs de terrain, cette fois-ci, donc à accéder aux recherches en didactique. Je termine par une conclusion sur la didactique de la chimie en général. Alors, elle est utile, et vous avez compris que c'était ça le but de mon exposé, c'est de vous montrer que c'est utile. C'est utile en pratique. Pourquoi ? Parce qu'elle part de problèmes observés. Ici, molécules, atomes, écriture des équations, vous verrez avec mes collègues d'autres choses tout aussi intéressantes. Car elle propose des pistes de solutions. Donc on teste des solutions sur le terrain. Parfois ça ne marche pas bien, mais c'est quand même un résultat. Parfois ça marche bien, c'est un meilleur résultat. Des cadres théoriques qui permettent de comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves. Je vous en ai montré un, vous verrez de nouveau avec mes collègues, il y en a d'autres qui existent et qui sont tout aussi performants. Alors, des méthodes pédagogiques innovantes, j'avoue qu'avec mon modèle en boule en bois, ce n'est pas la méthode pédagogique la plus innovante qui soit, j'avoue. Donc là, c'est peut-être pas chez moi qu'il faut aller trouver les méthodes pédagogiques innovantes, mais par contre, chez mes collègues, qui vont parler de laboratoire, qui vont vous parler d'animation, de neurosciences, attention, neurosciences. Donc là, c'est tout à fait autre chose. Mais par contre, je pourrais m'articuler avec une méthode pédagogique innovante si j'en trouve une qui se déroule avec mes modèles en bois. Et aussi, surtout, parce qu'elle est au centre des préoccupations actuelles sur l'école. Vous savez tous qu'on est en plein chantier sur qu'est-ce qu'on doit faire avec notre modèle scolaire actuel. Est-ce qu'il faut passer à un tronc commun, comment tester, comment traiter ce problème de l'échec, de la réussite. Et nous, finalement, on se dit, pour lutter contre l'échec scolaire, il faut d'abord comprendre ses sources. Et ça, pour nous, c'est le but vraiment des recherches en didactique, c'est d'aller chercher les sources de l'incompréhension des élèves, dans tous les différents axes que je vous ai montrés. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à tous.